Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes au meilleur endroit pour toutes les informations dans le domaine du transport. Bienvenue sur Trafic. Aujourd'hui encore, nous aurons nos rubriques habituelles, le bulletin, le reportage, le clin d'œil à notre partenaire, l'instant invité et le zoom. Sans plus tarder, commençons avec le bulletin. 3 informations pour vous. L'Agence nationale du transport terrestre ANAT et le Centre national de sécurité routière CNSR s'associent aux transporteurs pour aller en croisade contre les chargements anarchiques et l'arrogance des conducteurs du minibus Topa Topa. Une rencontre s'est tenue le 13 mars dernier pour entériner les mesures allant dans ce sens. Les véhicules à vitres teintées seront soumis à des contrôles inopinés très prochainement. C'est à travers un communiqué en date du 18 février dernier que l'information est rendue publique. Le port autonome de Cotonou fonctionne tous les jours et sans interruption. Cette nouvelle mesure est entrée en vigueur depuis le début de ce mois. Ce sera tout pour le bulletin du jour. Dans notre rubrique reportage, nous irons dans l'univers des taximans. Le métier de taximan, quelle garantie pour les vieux jours? C'est la question que nous nous sommes posées et la réponse se trouve dans le reportage suivant. Être chauffeur de taxi, un métier noble qui permet d'une manière ou d'une autre de joindre les deux bouts. Autrefois, les acteurs arrivaient à gagner leur vie et certains d'entre eux n'avaient rien à envier aux fonctionnaires d'État. Aujourd'hui, la donne a changé. Après plusieurs années passées dans le métier, quel est aujourd'hui le sort réservé aux chauffeurs de taxi contraints à la retraite? Nous sommes devenus chiffons. Je n'ai rien trouvé dedans. Il y a trop de tracasseries. Les policiers et autres là, on nous a beaucoup dérangés. Je n'ai rien trouvé dedans. Jusqu'à ce jour. Maintenant, à cause de ça, moi j'ai laissé ça définitivement, puisque je n'ai rien trouvé. Je fais mes jobs seulement sur mon parc. Ça fait déjà au moins 35 ans que je conduis. Mais depuis 2018, en décembre, je suis tombé malade. Aujourd'hui, je vis difficilement à la maison. Mes enfants n'ont pas trouvé de job. J'ai commencé à conduire là, ça fait années 80. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien fait. Les taximens gagnent en moyenne 20 000 francs par mois, 2 fois moins que le salaire minimum interprofessionnel garanti, et doivent verser 5 à 7 000 francs par jour à leur patron. Ceci sans être déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale et sans couverture sanitaire. C'est quelqu'un qui m'a payé la voiture. Non, il ne m'a pas déclaré. Et j'ai fait jusqu'à... Et j'ai fait travail payé. Et après, j'ai gagné, j'ai commencé à payer. Il ne m'a pas déclaré. Si on prend la voiture chez les propriétaires, il va dire que tu vas conduire comme ça, ou soit travail payé. On accepte. Si tu commences à travailler, si tu as un manqué, un journalier, au moins 5 000 francs ou bien 1 000 francs seulement, on les prend la voiture. On dit que tu n'as pas respecté le contrat. Le véhicule que moi j'ai conduit, je n'ai pas fait contrat. Ce n'est pas moi-même qui ai payé. Si je conduis, je donne le compte à 6 000 francs. Et à la fin du mois, on prend 20 000. Pour les 20 000 là, on ne paye pas cash. Le propriétaire va te dire qu'il y a telle chose là qui est gâté et on a fait les dépenses. Regardez les dépenses qu'on a fait. On va te donner 5 000. Et après, tu vas continuer à conduire encore. Et on va te donner 2 000. Tant d'histoires comme ça, là. J'ai refusé. Au bout de plusieurs années d'exercice, ils sont livrés à eux-mêmes et contraints à une triste reconversion pour continuer à satisfaire les besoins fondamentaux. Actuellement, je n'ai rien, aucun véhicule pour conduire. Je travaille avec mon ami. Si je trouve 500, je parti à la maison. Si tu trouves 500, tu partis à la maison. Jusqu'à là où j'ai commencé pour travailler actuellement, là, je n'ai rien gagné dedans. Aujourd'hui, je ne vois pas bien. J'ai porté vert,
médicaux. Tout ça là, ce n'est pas de retraite, ce n'est rien dedans. Donc là où je suis maintenant, j'attends les derniers jours sur cette terre. Ils en appellent à une réaction de leur syndicat et une intervention de l'État. Et toi, dois faire tout possible pour rassembler les chauffeurs. Pour dire, si c'est toi-même qui as fait, il faut se déclarer à la CSR. Si ce n'est pas toi-même le propriétaire, normalement, au cours d'une semaine, quand un propriétaire te donne le véhicule, il doit te déclarer. Mais ça là, on va dire à notre syndicat de se lever pour sauver les chauffeurs dans cette carrière-là. Nous allons adresser un courrier dans les tout prochains jours au responsable, le premier responsable, je pense que ça doit être un directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale, pour qu'on puisse réorganiser la vie après le travail des conducteurs. Sinon, c'est malheureux, c'est déplorable. C'est des gens qui font beaucoup d'argent au gouvernement, au pays, à la nation, en ce qui concerne l'économie béninoise et d'ailleurs l'économie d'un pays. Il n'y a pas, l'économie d'un pays n'est pas solide sans le transport et les transporteurs. Il va falloir qu'on les prenne en compte. Conducteur de taxi, un métier qui ne garantit pas les vieux jours, la question reste posée. On se retrouve juste après une courte pause. Rwandair, fly the dream of Africa. Je vous invite maintenant à suivre quelques temps forts de l'opération d'appareillage des navires, c'est-à-dire comment se fait l'entrée et la sortie des navires dans le port autonome de Cotonou. C'est dans les minutes du port. Vous avez assisté à l'opération d'appareillage d'un navire, c'est-à-dire de sa sortie du port de Cotonou. Le navire étant grand, très grand, ce navire a une longueur de 250 mètres de long et de 37 mètres 40 de large. Les espaces dans le port étant très réduits dans tous les ports du monde, les navires se font assister durant leur manœuvre d'entrée comme de sortie par des remorqueurs.
Nous allons recevoir dans notre invité M. Robert Yawénou. Il est le secrétaire général de l'Union des conducteurs de taxi-moto de Cotonou. Monsieur Robert Yawénou, bonjour. Comme je l'annonçais, vous êtes le secrétaire général de l'Union des conducteurs de taxi-moto de Cotonou, UCOTAC. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler un peu du fonctionnement de ce syndicat. Alors déjà, pour commencer, comment êtes-vous devenu conducteur de taxi-moto? Je suis du bâtiment et le bâtiment étant dans l'informel, on ne travaille pas à plein temps. Donc ça m'a poussé vers les années 90 à décider de rejoindre le monde des conducteurs de taxi-moto parce qu'à l'époque, on ne portait pas de blouse. Il faut seulement avoir sa moto, se faire enregistrer. Mais on ne s'enregistrait même pas à la mairie. Okay. On est dedans à ton bon vouloir. Donc j'ai démarré précisément le 2 juin 1991. Et 6 ans après, par la force des choses, j'ai été élu secrétaire général du syndicat, du tout premier syndicat, le 13 septembre 1997 comme secrétaire général. Je n'étais pas le tout premier secrétaire général élu. Il y avait un autre à qui j'ai succédé. Donc c'est un militaire qui a fait le départ volontaire, qui a été élu au premier congrès constitutif. Okay. Au premier congrès ordinaire que moi j'ai été élu. Et lui est le secrétaire général et depuis vous l'êtes. Oui, donc quand j'ai été élu en 1997, nous avons automatiquement essayé de nous affilier à la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. Et depuis ce jour, nous sommes avec la CSA Bénin et le syndicat a réussi à obtenir par le biais de la CSA Bénin plusieurs formations syndicales et plusieurs projets que la CSA nous a aidé à décrocher auprès des partenaires belges de la FGTB Wallonne en faveur des conducteurs de taxi-moto militants de notre syndicat. Alors déjà qu'est-ce qui a motivé la création d'un syndicat des conducteurs de taxi-moto? Nous avons senti la nécessité de nous mettre en syndicat lorsque nous avons vu une menace venir comme une épée de Damoclès. L'État a pris une décision où il faut réglementer la profession. Et c'était le ministre Richard Adjaho à l'époque qui nous avait convoqués à la maison du peuple de Ologuédé, Cotonou 5 d'alors, pour nous dire qu'il faut réglementer la profession. Il faut avoir son permis de conduire catégorie A, il faut payer une taxe municipale, il faut payer une vignette à l'État, c'est-à-dire impôt, faut avoir, comment l'appelle-t-on, 2 casques, un pour le conducteur, un pour le client. Il faut avoir aussi une assurance responsabilité civile. Nous avons vu toutes ces contraintes-là, nous avons vu toutes ces mesures, des mesures contraignantes. Nous avons dit, il serait nécessaire pour nous de nous mettre en syndicat pour mieux défendre nos intérêts et négocier avec l'autorité. Puisque nous sommes sans organisation, les gens ne vont pas nous considérer, les gens ne vont pas nous écouter. Donc, lorsque nous nous sommes mis en syndicat, l'autorité même a vu qu'ils sont des gens valables, des gens avec qui on peut négocier. Donc, on peut discuter. Donc, nous sommes rentrés en négociation avec les autorités politico-administratives d'alors et nous avons retenu 2 stricts minimums. Le port de la blouse jaune, c'est-à-dire qui nous permet de nous identifier par rapport aux autres qui ne sont pas des conducteurs de taxi-moto. Deuxièmement, payer une taxe municipale à la municipalité, c'était une loi des finances qu'il avait instituée et nous avons dit le reste, on ne le verra pas à la suite. Et c'est comme ça le syndicat a commencé par négocier avec les autorités jusqu'au point où, en 1995, lors de la francophonie, le ministre Georges Guédou, ministre de la Défense et ministre des Transports à l'époque, a demandé à ce qu'on autorise ou on prenne un échantillon dans les hymnes, c'est-à-dire un effectif de 1000 conducteurs. Ceux-là, on doit leur donner une formation sur le code de la route. Donc, ils auront un permis de conduire catégorie A. Ils seront les seuls autorisés à transporter les étrangers qui seront sur le territoire béninois à l'époque du Centre national de conférence vers la ville. Donc, ils ont pris 1000 personnes et ces 1000 ont été formés par le Centre national de sécurité routière, par les techniciens du Centre national de sécurité routière. Moi-même, c'est à cette époque que
j'ai obtenu mon permis de conduire catégorie A2. Alors, donc, vous êtes entendu sur de toutes les options. Et tout le reste, là, est-ce que ça se fait aujourd'hui? Est-ce que tous les EM respectent aujourd'hui toutes les autres conditions que vous aviez laissées de côté entre-temps? Merci. Toutes les autres conditions que nous avions laissées en veilleuse, le syndicat a essayé de prendre quelques-unes dedans, Oui. notamment la formation. Nous avons continué au niveau du syndicat. OK. Lorsque la CSA Bénin nous a décroché un projet avec les Belges, la FGTB Wallonne, ça nous a mené un projet pour le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles du syndicat. Est-ce que vous formez toujours? Non, on s'est arrêté. C'est parce que le projet s'est aussi arrêté. C'est un projet triennal renouvelé une fois. Donc nous avons commencé de 2006 à 2009. On nous a renouvelé cela de 2009 à 2012. Donc après 2012, nous n'avons plus continué la formation qui doit déboucher sur l'obtention de permis de conduire. Nous avons aussi anticipé sur le port de casque. À l'époque, le projet nous avait permis d'acheter des motos qu'il faut donner aux étudiants à moindre coût. Le syndicat ne gagne rien dessus, mais en ayant soin de les apprendre à être autonomes et à avoir la possibilité d'avoir une couverture sanitaire, c'est-à-dire ils vont souscrire à la mutuelle de sécurité sociale, oui. pour eux et leur famille. Oui. Maintenant, nous avons aussi la possibilité, à l'époque, on avait obligé tous nos motos-là à être assurés. Nous avons assuré toutes nos motos. Donc, on leur avait donné cela et ils continuaient pour payer. Et quand la moto deviendra leur propriété, eux-mêmes sauront que chaque année, ils iront payer leur assurance. Chaque année, ils iront renouveler leur mutuelle de sécurité sociale pour être au moins couverts en cas de caisse il y a. Donc, nous avons réussi à faire ça. Mais quand le projet est terminé, c'est la Confédération des syndicats autonomes CSA Bénin, notre centrale à laquelle nous sommes, notre confédération à laquelle nous sommes affiliés, c'est elle qui nous aide maintenant à former les gens sur non seulement les formations syndicales, mais aussi sur la formation mécanique, sur l'entretien des motos. Des motos, oui. La formation, c'est des techniciens du Centre national de sécurité routière. Et pour ce qui est de l'hygiène et autres, parce que... Oui, nous donnons aussi des formations sur l'hygiène et la sécurité au travail. Il n'est pas loisir de voir un conducteur de taxi-moto tout matin et qui sent déjà de l'alcool ou qui sent de la cigarette. Nous avons dit non, nos militaires doivent être exemplaires. Mais on en voit beaucoup aujourd'hui qui sentent l'alcool, la cigarette et tout ça. Si c'est le militant de l'UCOTAC, tu ne vas pas voir ou entendre sentir l'odeur de l'alcool sur lui dans les c'est-à-dire que tous les EM ne sont pas militants de l'UCOTAC? Non, tous les EM ne sont pas militants de l'UCOTAC. Il y a plusieurs syndicats qui sont nés après l'UCOTAC. Donc, nous, au niveau de l'UCOTAC, nous avons continué la formation sur l'hygiène et la sécurité au travail, sur la mécanique et aussi sur le port de casque. Nous avons obligé nos militants à porter de casque. Nous avons confectionné des blouses que nous leur distribuons ou nous leur faisons passer des messages sur le code élémentaire sur les règles élémentaires du code de la route. De façon qu'aujourd'hui, nous avons aussi appris à nos militants lors de nos formations qu'il faut respecter le client, qu'il faut respecter les autres usagers. Vous allez voir qu'au moins, aujourd'hui, ça a diminué ce phénomène de que les émigrants lancent à tout bout de champ. Même lorsqu'ils sont en erreur, c'est eux les premiers qui vont se dire. Ou ils ont fait des fautes, au lieu de reconnaître leur tort, ils commencent à faire la tête et leurs camarades qui ne savent rien, ça trouve et pour les supporter. Nous avons essayé de décourager ça un temps soit peu pour qu'au moins, il y ait au moins de la courtoisie dans la circulation. Et aujourd'hui, je crois que ces phénomènes-là ont reculé. Demandez si vous n'avez pas un appel à lancer. Oui, l'appel que nous avons à lancer à l'autorité, c'est comme l'État est régalien, c'est d'essayer de sauver les vies humaines. Parce que nous transportons les clients sans sécurité. Donc, il faut qu'on continue la formation sur le code de la route. Merci beaucoup, M. Robert Yarunou, d'être passé sur notre émission. Merci, Madame la journaliste. Et à la prochaine. Merci. C'était l'entretien avec M. Robert Yarunou, secrétaire général de l'Union des conducteurs de taxi-moto de Cotonou, UCOTEC. Nous allons passer encore quelques petites minutes ensemble et je nous invite à découvrir la direction de la prospective et de la programmation DDP du ministère des Infrastructures et des Transports. C'est le Zoom.
Il y a quelques semaines, le ministère des Infrastructures et des Transports a procédé au lancement de son plan de travail annuel PTA. Il s'agit d'un document qui regroupe l'ensemble des activités à mener au cours de l'année. Il est élaboré sous la supervision de la Direction de la Programmation et de la Prospective DPP qui s'assure de sa mise en œuvre. Avant tout, intéressons-nous à ce que fait cette direction. De façon générale, dans les ministères, la direction de la programmation et de la prospective est une direction centrale chargée de la coordination de l'ensemble de la politique du secteur en termes de mise en œuvre et de suivi, évaluation de l'action publique pour ce secteur. C'est quoi un plan de travail annuel et que comporte celui du ministère des Infrastructures et des Transports pour le compte de l'année 2019? Le plan de travail annuel d'un secteur, notamment d'un ministère, c'est que chaque année, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale, l'Assemblée dote le gouvernement des moyens budgétaires et dans chaque secteur, il revient à chaque secteur, au vu des objectifs assignés à chaque ministère, de prendre ses ressources, de les traduire en activités pour pouvoir atteindre les objectifs assignés. Donc, c'est la traduction des ressources financières annuelles mises à la disposition des ministères doivent se retrouver dans le plan de travail annuel. Donc, c'est l'ensemble de toutes les activités dans la limite de l'enveloppe budgétaire qui se retrouve dans un plan de travail annuel. Il faut dire que d'abord, ce plan de travail, on le fait de façon participative. C'est un dialogue entre la direction de la programmation et de la prospective et les directions techniques qui sont chargées de la mise en œuvre de ces activités. En termes d'activités, il faut dire qu'au niveau du ministère des Transports, ces activités sont regroupées en 5 programmes essentiels. Parmi ces programmes, nous avons ceux qui sont des programmes phares, tels que le programme d'entretien, de construction des routes et infrastructures de transport rural. Ce programme contient environ 13 projets qui devront être mis en œuvre. C'est-à-dire, ces projets, il y en a qui sont déjà en cours depuis des années ou depuis l'année dernière, et il y en a qui vont démarrer cette année. À savoir, par exemple, on a lancé en janvier dernier la route Lokossa-DV à Tiémé, qui va être bitumée. Il y a le tronçon Tchougou-Peunko Kéro-Banikwara qui sera lancé bientôt. Au niveau des transports maritimes, il y a des travaux de modernisation du port qui seront faits. Et il y a aussi des activités de renforcement institutionnel, notamment dans le cadre de la sécurité routière. Certaines activités vont être menées afin de réduire l'insécurité et les accidents dans le pays. Les lettres de mission reçues, les différents cadres du ministère en charge des transports devront désormais œuvrer pour l'atteinte des objectifs fixés au PTA 2019. Ce sera tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Rendez-vous dans une semaine. Bye bye.